Comme trappeurs, nous avons tous entendu dire que les peaux de castor de basse qualité sont pour les chapeliers. Plus tôt dans la vidéo, Phil Patterson nous a expliqué les caractéristiques requises pour la fabrication des chapeaux de feutre. Le feutrage est un procédé fascinant, peut-être la forme la plus ancienne de textile, bien avant le tissage, et de loin la plus forte des fibres naturelles. Le procédé a peu changé depuis l'ère médiévale. Les machines utilisées ont changé quelque peu, mais le procédé est demeuré presque inchangé. Le feutre était jadis un textile couramment utilisé. De nos jours, son utilisation est limitée. En fait, aux États-Unis, il ne reste qu'un seul atelier de transformation de fourrure de castor en feutre. Elle est située au New Jersey. C'est l'American Fur Felt Company. Il rase plusieurs milliers de peaux de castor chaque année pour deux principaux fabricants de chapeaux. La bourre du castor est idéale pour la fabrication du feutre. Tout au long de chaque poil, il y a une série de crochets qui s'accrochent aux autres crochets des autres poils, créant ainsi un système d'imbrication. Lorsque les peaux arrivent de l'encan, elles sont barattées afin de retirer toute matière grasse et saleté qui pourrait interférer avec l'étape suivante. Lors de cette étape, les peaux sont traitées chimiquement afin de redresser les crochets sur chaque poil. Cela permet aux poils de s'accrocher les uns sur les autres plus fermement. Ce processus donne une couleur orangée à la fourrure, d'où le nom carottage. Tôt dans l'histoire de la fourrure, un mélange chimique contenant du mercure a été utilisé lors de ce procédé. Les fabricants de chapeaux étaient exposés aux émanations de mercure pendant plusieurs années, leur causant des tremblements et même une forme de démence donnant naissance à l'expression « fou comme un chapelier ». Les peaux sont ensuite coupées en lanières afin qu'elles puissent bien s'insérer dans la machine de coupe. Durant ce procédé, la fourrure est rasée. Pour séparer la bourre des poils de garde, la fourrure passe ensuite dans une série de grands ventilateurs. Cela permet également de retirer tout morceau de cuir qui ont pu être laissés durant l'étape de la coupe. Une fois la bourre nettoyée et séparée, elle est retirée des ventilateurs et emballée pour l'expédition vers les fabricants de chapeaux. Présentement, il ne reste que deux compagnies en Amérique du Nord qui fabriquent des chapeaux en utilisant du feutre de castor. La compagnie la plus connue est ATCO, qui fabrique les fameux chapeaux de cow-boy Stetson et également la gamme de chapeaux Resistol. La fourrure en sachet est livrée chez le fabricant de chapeaux. Elle passe alors par plusieurs étapes de mélange et de raffinage avant qu'elle ne soit prête à être utilisée dans la fabrication de chapeaux. Après le mélange, la fourrure prend une couleur grise marbrée. La couleur d'origine est à peine visible. La fourrure est ensuite soufflée, c'est-à-dire que la fourrure est collée, l'air et la saleté sont éliminés. La matière ressemble alors à un feutre fin, de coton gris, douce, légère et duveteuse. La fabrication d'un chapeau se fait en deux grandes étapes. Tout d'abord, la fourrure est travaillée dans un grand cône lâche. Le cône est rétréci et transformé en chapeau fini. La formation du cône est la clé pour un chapeau de feutre réussi. Ce processus est réalisé dans une machine spéciale. Imaginez un compartiment vertical, cylindrique, et à l'intérieur de ce compartiment, il y a un cône de cuivre d'environ 3 pieds de haut qui pointe vers le haut. Ce cône tourne lentement. Il est perforé et un ventilateur d'extraction situé en dessous aspire l'air et la fourrure en vrac dans la chambre vers le cône. Les fibres de fourrure sont déposées dans tous les sens lâchement. L'opérateur prend ensuite un linge qu'il enroule autour du cône et immerge le tout dans l'eau bouillante pendant quelques instants. C'est le début du processus de feutrage. La chaleur de l'eau rétrécit les fibres et les fixe ensemble pour former une mince couche de feutre. La couche de feutre est enlevée du cône, sa taille est alors bien supérieure à celle du chapeau fini. Elle est si délicate qu'il faut la manipuler avec un soin extrême. Le rétrécissement du feutre commence alors. Le cône est plié, trempé dans l'eau chaude et roulé avec pression. De temps en temps, il est ouvert, examiné, et si tout se déroule correctement, le processus est répété. Sous l'action conjointe de l'eau chaude et de la pression, les fibres rétrécissent, se resserrent les unes dans les autres jusqu'à ce que le cône atteigne sa taille finale. Il est si étroitement feutré qu'un homme fort ne peut pas le séparer. Les machines qui performent le rétrécissement sont munies de gros rouleaux. Les cônes sont enveloppés d'un linge et passés entre les rouleaux sur lesquels est déversée de l'eau chaude. Une fois le feutrage complété et que le chapeau a la bonne dimension, on obtient la forme désirée en étirant le feutre. L'étirement de la couronne se fait sur une machine sur laquelle le cône est placé
Elle est étirée par des doigts métalliques. Les doigts massent la pointe du cône et enfoncent le feutre dans un cadre. Le même principe est appliqué pour étirer les côtés du chapeau. Le feutre est ensuite adouci, puis la forme finale est fixée. Then the hats are sanding to smooth the felt. The hats are blocked on machines depending on the desired style. À l'étape finale, le chapeau est imprégné d'un vernis qui lui donnera de la rigidité et une bande intérieure de tissu est cousue. Tous les chapeaux sont classés sur une échelle de X. Plus il y a de X, plus le chapeau contient de la fourrure de castor. Les meilleurs chapeaux sont classés 4X et sont faits de fourrure de castor à 100%. Les peaux de castor marquent le début de l'industrie de la fourrure, principalement pour la fabrication de chapeaux de feutre. Bien que les Autochtones aient utilisé des peaux pour faire des vêtements depuis le début des temps, ce n'est que beaucoup plus tard dans l'histoire, avec la venue du tannage commercial, qu'elles ont trouvé popularité dans la société d'aujourd'hui. La fourrure de castor, principalement due à la chaleur qu'elle offre, constitue une grande partie de la garde-robe hivernale du Nord. Encore aujourd'hui, le castor est préconisé pour sa chaleur et élégance. Nous avons vu dans le classement comment le castor est évalué selon la densité de sa bourre. Regardons maintenant pourquoi. La peau de castor est l'une des fourrures les plus difficiles à tanner. Le processus est très précis et exige beaucoup de travail, particulièrement pour les peaux destinées à la tonte. En fait, il n'y a que quelques manufacturiers dans le monde qui ont l'expertise pour tanner proprement le castor. Nous avons la chance d'avoir Norm Byman de la tannerie Tubary Furs pour expliquer le processus. Tubary tanne non seulement des fourrures pour l'industrie, mais se spécialise également dans le tannage des petits lots provenant de trappeurs. Lorsque les fourrures arrivent à l'usine, on leur donne leur propre étampe. Chaque propriétaire de peau a sa propre combinaison de petits trous. On étampe les peaux avec un marteau et cette étampe sera notée dans le bon de commande. Les peaux séchées sont tout d'abord placées dans une solution pour les réhydrater. Cette solution est faite de sel, d'eau et de quelques produits chimiques. Le processus de réhydratation peut prendre 12 heures. Dès le départ, la qualité des peaux peut avoir un effet direct sur le résultat. Elles vont passer la nuit dans cette solution. Ici, j'ai deux exemples de mauvaise manipulation de peau de castor. Pour ce castor, on a soit attendu trop longtemps avant de le plumer, ou trop longtemps avant de le dégraisser et de le faire sécher. Tout de suite après la première réhydratation, on peut voir que les poils tombent. C'est à cause des bactéries qui sont en train de briser la fibre qui retient les poils dans le cuir. Cette peau-là va perdre tous ses poils. Les peaux qui sont éventées, jaunies ou oxydées ont souvent trop séché. Lorsqu'une peau a séché trop rapidement ou avec une chaleur trop élevée, il est difficile de la réhydrater. Il est également probable que l'oxydation ait causé du dommage aux racines des poils et causera leur perte. Une fois les bonnes peaux réhydratées, elles seront frottées sur une poutre, soit à la main ou mécaniquement, afin de casser les fibres du cuir. Ce processus gratte et ramollit le cuir et lui permet ainsi une meilleure absorption lors de la deuxième réhydratation. Voici le type de machine qu'on utilise. On l'appelle machine à écharner automatique. Elle sert à briser les fibres du cuir après la première solution. C'est fait avant de remettre les peaux dans une deuxième solution pour une meilleure pénétration dans le cuir. Vous pouvez voir comment la peau est beaucoup plus souple et la surface du cuir égratignée. À ce point, les peaux ont été écharnées une première fois. La deuxième solution contient également un dégraissant qui lui fera ressortir toutes les huiles naturelles des peaux. Si ces huiles ne sont pas retirées, la peau se décomposera. Ce processus de temps et de trempage des peaux est précis et demande la supervision d'un tanneur d'expérience. Si les peaux sont trempées trop longtemps ou si la solution n'est pas équilibrée, il se pourrait que tous les poils tombent. Après ce trempage, la peau est de nouveau frottée aux endroits plus épais tels les épaules et la queue. C'est le deuxième frottage de peau sur 4. Cette opération est très dangereuse car les couteaux sont très coupants. Elle permet à la solution de tannage de bien pénétrer dans le cuir. À ce point dans le processus, si les peaux doivent être rasées, les poils de garde seront enlevés. C'est ce qu'on appelle en anglais le plucking.
Cette étape du tannage est la plus difficile au niveau technique et demande énormément de travail. Il faut s'assurer d'enlever tous les poils de garde tout en laissant la bourre intacte. Si on observe une coupe transversale d'une peau, les poils de garde sont enracinés seulement quelques millimètres plus profonds que les poils de labour. Les peaux sont de tremper à nouveau dans une solution qui pénétrera seulement jusqu'aux racines des poils de garde afin de les relâcher. Il faut s'assurer de ne pas relâcher la racine de labour. La formule exacte et la durée du trempage sont un des secrets les mieux gardés dans l'industrie du tannage. Juste une petite erreur pourrait être un désastre et ruiner des milliers de dollars de fourrure. Suite à ce trempage, la peau est placée sur une poutre et les poils de garde et la repousse sont poussés hors de la peau. Vous voyez tous ces poils blancs qui ressortent? C'est la nouvelle pousse en dessous. Une fois les grands poils de garde enlevés, on passe une seconde fois et les poils blancs et courts ressortent. Voyez-vous? C'est la nouvelle pousse. Savez-vous pourquoi il y a autant de ces poils sur le ventre? Parce que le castor se promène toujours le ventre au sol. La nature a fait en sorte de remplacer ces poils, car il les perd continuellement. Encore une fois, cette étape exige beaucoup de compétences et d'expertise. Si ce processus n'est pas bien fait, les poils se casseront au lieu d'arracher et la fourrure sera pleine de petits piquants et sera inutile. Même les meilleurs techniciens ne peuvent qu'arracher les poils de garde de seulement 12 à 15 peaux par jour. En fait, c'est une bonne chose qu'on fasse cela avant. On ne rasera pas la peau tout de suite. Habituellement, on garde le poil long, comme je t'ai montré avant. Cela a été une erreur. Nous n'aurions pas dû raser, mais nous essayons d'analyser. C'est difficile parfois. Nous essayons de tout analyser avant de procéder plus loin pour ne pas avoir trop de peau comme ça. Mais cette peau est très endommagée aussi, OK? Une fois que les poils de garde sont enlevés, les peaux sont trempées dans une autre solution afin de resserrer le grain de cuir et de raffermir la racine des poils de labour. À partir de ce moment, toutes les peaux, y compris celles avec ou sans poils de garde, sont mises dans une solution de tannage. Ce processus peut prendre jusqu'à 24 heures et demande des années d'expérience afin de savoir juger le moment exact auquel on doit retirer les peaux de la solution. Les peaux sont écharnées à nouveau, puis trempées une nuit dans une autre solution de tannage. Lorsqu'elles sont retirées de cette deuxième solution, elles sont écharnées à nouveau pour la 4e fois. Finalement, elles sont séchées à l'air ou au séchoir. Ensuite, elles sont placées dans la baratte afin d'assouplir le cuir. L'étape suivante est d'étirer les peaux pour ouvrir le grain afin de lui permettre d'absorber les huiles de tannage. Ce qu'on a fait ici, c'est réétirer les peaux. Le cuir rétrécit, donc ce qu'il faut faire, c'est les étirer afin qu'ils gardent leur grandeur naturelle. Cela contribue également à rendre le cuir plus souple. La dernière étape du tannage consiste à remplacer les huiles naturelles du cuir et de la fourrure. C'est ce que les Anglais appellent le fur dressing. Une fois qu'on a appliqué les huiles de tannage sur le cuir, on les met ici afin de forcer l'huile à bien pénétrer dans le cuir. Le processus de tonte est complètement différent et il est pratiqué sur des peaux tannées. Ce processus consiste à acheminer les peaux dans une machine de coupe. Selon la qualité de la bourre, soit lourd ou semi-lourd, elle est ajustée pour l'utilisation finale. La peau peut être rasée à des longueurs de 6 mm jusqu'à 16 mm. Avec les nouvelles tendances mode, le castor rasé se porte très bien pour une teinture de n'importe quelle couleur. Les peaux qui seront teintes d'une couleur plus pâle requièrent une étape supplémentaire. Le blanchissement ou la couleur naturelle est retirée de la fourrure avant la teinture. Finalement, les fourrures sont barattées et nettoyées afin d'être prêtes pour les manufacturiers. Voici la partie du processus où les castors sont placés dans le moulin ou dans la baratte pour être nettoyés. Ces castors en particulier ont tous été rasés et en sont à leur étape finale. Le fait de comprendre le processus de tannage des peaux de castor donne aux trappeurs un aperçu de l'expertise technique et de la quantité de travail qui est nécessaire pour produire un vêtement de qualité avec la fourrure de castor. Le processus peut prendre jusqu'à 2 semaines et le manufacturier va souvent payer 3 ou 4 fois le prix de la peau brute pour le tannage, la tonte et la coloration. Tout cela se produit avant même que les manufacturiers aient commencé leur travail de fabrication. Cela peut également aider les trappeurs à comprendre les difficultés auxquelles nous faisons face lorsque nous essayons d'augmenter et de maintenir le prix des peaux de castor.
Beaver fur is the oldest. La fourrure de castor a longtemps été la plus recherchée de toutes les fourrures sauvages. Elle est recherchée pour sa chaleur et sa beauté, qu'elle soit naturelle ou rasée. Pendant des centaines d'années, la fourrure de castor a été le cœur de l'industrie. Comme tout le reste, les préférences et les perceptions changent. Par exemple, aujourd'hui, le traditionnel long manteau de castor n'est plus à la mode. Les manufacturiers de fourrure d'il y a 50 ans auraient bien du mal à identifier la fourrure de castor dans la mode actuelle. La bonne nouvelle est que la fourrure de castor peut être utilisée de plusieurs façons. De nouvelles techniques permettent entre autres de la sculpter et de la tresser. Le castor demeure donc une des fourrures les plus polyvalentes de toutes les fourrures sauvages. Par conséquent, les designs et les styles de manteaux ne sont limités que par l'imagination du créateur. Comme pour toutes les autres fourrures, le design et la manufacture des manteaux sont un domaine hautement spécialisé. NAFA a un studio qui encourage les designers et les manufacturiers de partout dans le monde à s'unir pour combiner leur expertise. La créativité des étudiants et des designers est mise au défi lorsqu'on leur enseigne les merveilles de la fourrure sauvage. Certains des plus beaux et uniques designs du monde de la mode proviennent des ateliers de NAFA. Historiquement, la ville de Montréal a été le centre de l'industrie de la fourrure sauvage en Amérique du Nord. Un réseau de plusieurs petites manufactures de vêtements familiaux fournissait des dizaines de milliers de vêtements de fourrure, autant au Canada qu'aux États-Unis. Tout commence par la création d'un designer. De là, un patron est créé, un plan pour assembler les différents panneaux de fourrure d'un nouveau vêtement. Chaque vêtement nécessite son propre patron et le fabricant doit s'assurer que chaque panneau s'agence parfaitement. Maintenant, je vais couper le patron. Ce sera un manteau pour homme. Je fais cela pour un contracteur. On ne fait pas entièrement le manteau ici, mais on en fera plusieurs étapes. Une fois le patron créé et coupé, on choisit minutieusement les peaux pour le manteau. Chaque dommage identifié sur une peau doit être réparé méticuleusement. C'est pourquoi les peaux endommagées rapportent moins d'argent que les peaux parfaites. Nous devons les réparer. Si c'est possible, tant mieux, car parfois c'est impossible. Je dois couper ces trous comme ça. Je suis la ligne. Chaque peau et chaque dommage sont différents, mais on fait notre possible pour contourner les parties endommagées. Je coupe ça ici. Il y a beaucoup de trous. Un autre trou à cet endroit. Je vais enlever une partie de la fourrure qui est mauvaise. Ensuite, je dois recouvrir cet espace. J'essaie de limiter le nombre de coupures que je vais devoir faire. Mais bon, je n'ai pas le choix. Parfois, il y a beaucoup d'espace à couvrir. Par contre, lorsqu'il y a plus de 3/4 de pouce à couvrir, il y a des chances que ça paraisse. Je dois partir d'ici, réparer ça, tasser ça un peu et couvrir ce trou. Ce que vous voyez ici, je dois le faire 2 fois. Comme ci et comme ça. Maintenant, je vais le donner à Joanne afin qu'elle le répare. C'est ça la beauté de la fourrure. On peut fermer les trous, réparer des espaces perdus. Après cela, on étire le cuir et on le met à plat. On va utiliser une peau comme celle-ci pour faire un manteau. Elle sera probablement teinte en noir et la fourrure sera ensuite sculptée. Il sera impossible de voir les dommages et réparations du côté de la fourrure.
Elle utilise du fil noir sur une peau blanche parce qu'on va teindre la peau en noir. Ça n'a donc aucune importance. Autrement, on utiliserait du fil blanc. C'est coûteux en temps et en argent de réparer les dommages. Souvent, une grande partie de la fourrure sera perdue. Souvenez-vous que l'investissement dans la peau, à ce point, pour le manufacturier, est jusqu'à 3 fois le prix qu'il a payé pour la peau brute. Alors, chaque morceau de peau a une valeur. Ils seront tous utilisés d'une façon ou d'une autre. Tout ce qui est dans la boîte et tout ce qui est bon va être cousu pour faire quelque chose. Quand on pense que quelqu'un est assis à une machine à coudre, à travailler à assembler tous ces petits morceaux ensemble, c'est incroyable. Une fois les dommages réparés, les peaux sont étirées, agrafées et séchées. Ensuite, il se peut qu'elles soient renvoyées à la prêteur pour une teinture ou une tonte supplémentaire. Lorsqu'elles reviennent, elles sont fixées de nouveau. Ensuite, les panneaux de fourrure sont coupés et agencés pour chaque partie du patron. C'est seulement la première étape qui sert à préparer la peau avant de l'envoyer pour se faire raser et teindre. On commence ensuite la couture à la machine et à la main. Chaque panneau de fourrure doit être coupé, étendu et cousu afin que les fourrures se combinent ensemble. Cette peau-là a été coupée à tous les 4 cm et déplacée d'un demi-pouce afin d'arriver à ce résultat. Pour terminer, les touches finales. La nouvelle mode est de sculpter la fourrure rasée et de fabriquer des vêtements réversibles, tout cela afin d'ajouter de la valeur à la beauté naturelle du castor. Ce que vous voyez ici est une version abrégée de la fabrication d'un vêtement. On présente ceci pour vous, nos trappeurs, afin de vous donner un aperçu de tout le travail que l'on doit mettre dans une fourrure une fois que vous les avez envoyés à l'encan. C'est important que tout le monde dans l'industrie comprenne la complexité des étapes nécessaires à l'obtention d'un projet final afin de comprendre l'industrie au global. Une grande partie du travail est de convaincre le client final d'acheter un vêtement de fourrure, ce travail traditionnellement hors de portée pour les trappeurs. Par contre, nous croyons qu'il est primordial que les trappeurs non seulement comprennent, mais supportent et travaillent également avec tous les autres segments de notre industrie. Notre travail, en tant que trappeur, est de fournir les meilleures peaux possibles. Le travail des designers et des manufacturiers est de concevoir et de créer de nouvelles et uniques façons d'utiliser nos peaux afin d'offrir des produits finis d'intérêt pour les consommateurs. L'innovation est la clé. Un bon exemple d'innovation et de nouvelles techniques pour l'utilisation de fourrure de castor a été créé par Paula Lischman. Elle a inventé une façon unique et fascinante d'incorporer la fourrure de castor dans la création de vêtements qui étaient traditionnellement fabriqués en laine. L'avantage avec ce textile, c'est qu'il est très élastique. Il peut être très long ou court et large. Le processus utilisé par Paula combine l'utilisation de la fourrure à une corde de coton, ce qui lui permet de tricoter la laine de castor dans des magnifiques châles, chandails et manteaux. La technique est tellement révolutionnaire que Paula a reçu un brevet canadien pour le processus. Ayant grandi dans le Nord, Paula n'est pas seulement familière avec la fourrure, elle est également une grande supporteur de l'industrie de la fourrure et de la mode. C'est juste pour vous montrer comment on coupe les peaux en partant de l'extérieur vers l'intérieur. On fait une longue, mais très mince bande. C'est ainsi qu'on fait la laine de fourrure. Avec cette laine-là, on peut tricoter et tresser. Ces morceaux sont crochetés une maille taille unique. Ils sont fantastiques, on en fait de toutes les couleurs, comme vous pouvez le voir. Toutes les femmes canadiennes devraient avoir un châle comme ça. Appelez-moi, je vais vous aider. Paula explique qu'elle a besoin de castors de qualité. Les castors qu'on achète, on veut qu'ils soient à pleine maturité et capturés sous la glace. On a besoin d'une très grande qualité de fourrure car on travaille seulement avec la bourre. On a besoin que la fourrure soit vraiment mature. Je dois obtenir 220 grammes d'une peau de castor. Ça, c'est ma moyenne et c'est ce que je vise. Je préfère acheter le plus gros castor parce que je sais que j'ai plus de chances d'obtenir la bonne quantité.
J'ai besoin des peaux avec le moins de poils de garde que possible, ce qui requiert un travail manuel, donc beaucoup plus de travail. Cela augmente nos coûts d'apprêtage d'environ 50 $ par peau. La qualité de la peau a un effet direct sur le produit final. Voici une peau de castor non tondue, dont les poils de garde ont été arrachés à la main. On peut voir sur le dos, le poil est assez long et frisé. Les poils sur le flanc sont plus épais, mais aussi plus courts, considérant qu'ils n'ont pas été tondus. Les peaux coupées sur le dos sont mes préférées, parce qu'elles m'offrent toute cette bonne fourrure au centre. Ça, c'est une peau traditionnelle coupée sur le ventre. C'est généralement comme ça qu'on les reçoit de la tannerie. Celle-là a été teinte d'une couleur noisette. Voici la tête et la queue. Les fourrures en dessous ont été coupées sur le dos, alors ça me laisse la grande partie ventrale complètement intacte. Voici une peau qu'on appelle ombre. Ombre, c'est un castor qui a été teint sans avoir été blanchi avant. Ombré parce qu'on voit la différence de couleur. C'est comme un ombrage, c'est plus foncé en plein milieu du dos. Voici le centre du dos. Sur un castor, c'est là qu'il y a le plus de poils de garde et le moins de bourre. Vous savez ça, vous autres, les trappeurs. C'est la partie du castor qui le protège. Il y a tous ces poils de garde, mais quand on les arrache, la bourre n'est pas aussi épaisse que sur le ventre. La partie ventrale est protégée et garde l'animal au chaud. C'est la région qui a le moins de poils de garde et la bourre la plus dense. Paula a récemment travaillé avec des trappeurs afin de leur expliquer comment apprêter les peaux de castor spécifiquement pour ses besoins. C'est un parfait exemple de comment l'industrie doit travailler ensemble afin de rencontrer les besoins de chacun. Une fois que la peau a été teinte et fixée, on obtient une meilleure texture. On va commencer par couper une fine bande de cuir tout autour de la peau. On prend un couteau et on suit le contour de la peau en coupant toujours du côté extérieur. On trace une ligne en continu à 1/8 de pouce de la bordure jusqu'au centre. Ensuite, on coupe le long de la ligne en faisant le tour de la peau jusqu'au centre. La clé de sa technique est la façon dont la peau est coupée en une longue bande mince qui est ensuite torsadée avec un fil de coton épais. Elle coupe du côté cuir, évidemment en suivant la bordure extérieure. La première bande est combinée avec un fil de coton très solide. Les deux sont torsadés ensemble afin de créer une laine de castor que l'on peut tricoter, crocheter, macramer et même attacher des paquets. Dans le fond, c'est de la laine. On peut l'utiliser de plusieurs façons différentes. C'est très solide. Cela crée une laine de fourrure qui peut être tricotée ou tressée de différentes façons afin de créer différents styles de vêtements. La diversité de couleurs et de styles est incroyable. Paula démontre la polyvalence d'une de ses créations. Celle-ci est faite avec une combinaison d'alvéoles et de tressage. J'ai utilisé la laine de castor pour les alvéoles et j'y ai tressé à l'intérieur un mélange de fourrure d'écureuil et de rat musqué. Le processus de création est long et fastidieux. Il implique de nombreuses étapes telles la découpe des peaux, la conception des patrons, le tressage et l'assemblage des morceaux. Les vêtements créés par Paula et son équipe sont dévouement pour la fourrure de castor et ses concepts font en sorte qu'elle demeure à la fine pointe de la mode. Il est très important pour les trappeurs de comprendre tous les efforts déployés afin de nous permettre de continuer à faire notre part comme récolteurs de fourrure. Nous avons besoin davantage de gens comme Paula Lishman et leurs concepts innovateurs. NAFA et le Conseil des producteurs de fourrure sauvage investissent constamment dans des programmes afin de stimuler la créativité chez les étudiants, les designers, les manufacturiers et les promoteurs de fourrure sauvage. Ensemble, tous les segments de notre industrie travaillent sans arrêt afin de créer une demande pour nos fourrures sauvages.
Le futur de notre industrie dépend de cette demande. De l'étang de castor jusqu'au défilé de mode, nous devons tous contribuer au succès de notre industrie et de notre style de vie. That's it. That's the one. Okay. Perfect. Huh?